L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà, 8h30 et en pleine forme, Eliana, ce matin. On essaye. Vous n'avez pas été embêté par les embouteillages, vous? Si. Si? Voilà, si. Il ne faut pas croire. Hein. C'est pas parce qu'on vient à pied qu'on ne ressent pas. C'est vrai que si au studio, on est très écologique. On a un technicien qui vient en vélo et une chroniqueuse qui vient à pied. Voilà, c'est le but. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une date. En date hébraïque, nous sommes le 3 Nissan. Et le 3 Nissan, Oui. en 1492, ou le 31 mars 1492, il y a un décret qui est signé, qui s'appelle le décret de l'Alhambra. Ça vous dit quelque chose ? Non. Eh ben, pour être plus simple, c'est l'édit d'expulsion des Juifs, tout simplement, qui va être signé... L'Alhambra? Oui, ça s'appelle comme ça parce que ça a été signé là-bas. Et donc, c'est ce décret qui décide d'expulser les Juifs. Alors, je vais quand même vous... Expulser des Juifs d'où? D'Espagne. Ah, j'ai pas suivi. Voilà, nous sommes en 1492, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. D'accord. Donc, toutes les communautés dites séfarades, eh bien, elles vont naître à partir du moment où elles vont quitter la séfarade antique, c'est-à-dire l'Espagne. L'Inquisition? Quoi, l'Inquisition? Non. Non, ça va pas avec ma phrase. Alors, les allez-y, communautés racontez-moi. séfarades ne vont pas devenir séfarades à partir du moment où elles vont quitter l'Inquisition. Ça ne veut rien dire en français, Non, Olivier. ça j'ai bien compris, mais on parle de l'Inquisition. On parle de l'Inquisition, Ah, voilà. d'accord. Dites-nous ça, c'est plus simple. D'accord. Bon, alors, il faut se remettre... L'Alhambra, j'ai jamais entendu parler. De l'Alhambra? Non. D'abord, on va parler de l'Alhambra. À l'Alhambra, en fait, c'est un très beau... c'est un ensemble de palais qui se trouve à Grenade. D'accord. Et c'est là-bas que va être signé ce traité. Mais pourquoi? Alors, on va y arriver. Et laissez-moi parler, vous allez comprendre. Il faut expliquer que, donc, vers la fin plutôt du XVe siècle, on a un mariage entre Isabelle et Ferdinand, donc Isabelle la catholique, Oui, la Isabelle méchante. Ier de Castille, voilà, exactement, et Ferdinand d'Aragon, dit le catholique. Alors, il faut savoir que nous, on les considère comme des méchants, mais dans la tradition chrétienne, ce sont presque des saints pour ce D'accord. qu'ils ont fait. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on les appelle la catholique et le catholique. Alors, ils se marient et en fait, elle, comme je vous l'ai dit, elle est de Castille, lui, il est d'Aragon et en fait, en Espagne, jusqu'à cette époque, on a des guerres internes dans l'Espagne chrétienne entre la Navarre, la Castille, le Léon et l'Aragon. Il y a des guerres en permanence et le fait que les deux se marient ensemble, eh ben, on va avoir un calme relatif qui va venir en Espagne et on aura la fin donc de ces guerres des Espagnes chrétiennes. Donc Et il fallait passer à autre chose. Non, attendez. Et en fait, si vous vous souvenez un tout petit peu de vos cours d'histoire, Pas du tout. les populations Je me souviens pas du tout. mortes, donc, ou arabes, les populations mortes, elles étaient installées en Espagne. Elles vont D'accord. remonter jusqu'à Poitiers. Vous vous souvenez de Poitiers? Oui, ça, oui. Voilà. Avec Donc la elles base. sont en Espagne et à cette époque-là, elles gardent. Il y a un dernier endroit dans lequel elles se trouvent. Le dernier bastion de l'islam en terre espagnole, c'est la ville de Grenade. D'accord. Et donc, à partir du moment où Isabelle et Ferdinand sont ensemble, eh bien, quand ils ont calmé toutes les guerres chrétiennes, ils vont cette fois-ci s'attaquer à ce dernier bastion, au royaume de Grenade, et ils vont prendre le royaume de Grenade. On a d'abord un traité de Grenade qui est conclu en 1491 entre les souverains et le Boabdil qui est Mohamed Ben Abi al-Hassan Ali, c'est le 22e émir de Grenade, et dans lequel on dit que la Grenade va passer entre guillemets sous la botte chrétienne, mais il n'y aura aucun problème, les Juifs pourront continuer à vivre leur judaïsme sans aucun souci. Pourtant, les choses sont un petit peu différentes. Le 2 janvier 1492, on a Ferdinand et Isabelle qui vont entrer solennellement à Grenade. Donc, ils mettent fin à 8 siècles de présence musulmane sur la D'accord. péninsule ibérique. Et à nouveau, on donne leur traité, donc le fait qu'ils arrivent à Grenade, on donne la liberté véritablement aux Juifs de vivre leur vie juive sans aucun problème. Mais les choses se gâtent puisqu'on a une inquisition qui est dirigée par Torquemada. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle des cours d'histoire? Mais, Ah, d'accord. mais je ne me rappelle pas des cours d'histoire.
d'histoire. Arrêtez avec ça. Alors, Torquemada, donc, qui est la tête de l'Inquisition. En plus, ça date à longtemps, mes cours d'histoire. Il ne faut pas croire. Ah, je croyais que l'Inquisition. Oui, l'Inquisition aussi, c'était il y a longtemps. Et donc, Torquemada, lui, il dit, écoutez, il y a beaucoup de juifs convertis, c'est pas très clair tout ce qui se passe. Il faudrait véritablement changer les choses. Et aussi, il faut rappeler que dans l'histoire chrétienne, le juif est coupable. Le juif, tandis que le musulman, il pose une certaine problématique qui est la problématique d'une religion qui n'est pas la religion qui n'est pas la religion chrétienne. Mais le judaïsme, nous, on est qui dit juif dit judaïsme dit Judas, donc on a trahi le Christ. Donc c'est un véritable problème. Et c'est ainsi, que à la date d'aujourd'hui, on a ce décret d'expulsion qui est. Alors ce décret est signé aujourd'hui. Donc, il est signé aujourd'hui et il va prendre. Il prendra. Il sera exécuté. Il sera exécuté. En fait, l'application du décret, elle se fera un peu plus tard. Et un peu plus tard, c'est le 2 août 1492. Tisha B'Av. Tisha B'Av. Donc, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ça me rappelle quand, je ne sais pas s'ils l'ont fait véritablement exprès, mais ça me rappelle quand, au moment de l'Eitinat Kut, du désengagement de Gaza, la première date qui avait été choisie, c'était la date de Tisha B'Av. Se rendant compte qu'ils faisaient quand même une grosse erreur, ils ont décidé de repousser ça au lendemain, ce qui n'était pas non plus extraordinaire. Mais bon, tout ça pour dire que ce donc décret... c'est aujourd'hui que tout a commencé. Donc ce décret est écrit. Donc dans ce décret, je vais vous lire un petit extrait. Nous avons décidé d'ordonner à tous les Juifs, hommes et femmes, de quitter nos royaumes et de ne jamais y retourner à la date du 31 juillet 1492 et ne plus rentrer sous peine de mort et de confiscation de leurs biens. Donc à nouveau, on cherche à ce moment, donc les Juifs sont répartis sont présents en Espagne. On va leur interdire de séjour, on va leur interdire sous peine de mort de pratiquer le judaïsme. Et donc on va avoir, au moment de l'application du décret, on a plusieurs personnalités juives. On ne peut pas parler du décret de l'Alhambra et de l'expulsion des Juifs d'Espagne sans parler de Yitzhak Abarbanel, qui était donc le trésorier des souverains, qui était très connu. C'est lui qui avait financé leur campagne militaire. Il était une personnalité. Tout le monde a été touché alors. Voilà, et très très importante. Et quand on a fait, quand le décret est sorti, il a dit d'accord. Et il est parti. Il était à la tête des Juifs d'Espagne qui sont partis. Une révolution, une révolte de la part des Juifs. Alors, les Juifs, à cette époque-là, ils n'ont jamais pu porter d'armes. Il faut comprendre, c'est intéressant parce que vous me dites ça, parce que je pensais ça l'autre jour. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, très souvent, les Juifs sont du côté de cet amendement de la Constitution qui dit qu'on a le droit de porter une arme? Pourquoi c'est tellement important pour les Juifs? Parce que les Juifs se disent, si un jour on vient de nous tuer, au moins on pourra se défendre. On saura comment se défendre. On va remettre ça en Espagne à l'époque. Les Juifs, ils n'ont pas accès aux armes, ils n'ont accès à rien, ils ont de l'argent peut-être. Alors cet argent, ils vont l'utiliser pour s'enfuir encore. Les Juifs ne vont pas pouvoir tout prendre avec eux. Mais ils vont. Et puis il faut savoir aussi que le royaume, il y a aussi un renversement de situation. C'est-à-dire que le royaume jusqu'à maintenant, la même personne qui est Dan Yitzhak Abarbanel, qui est véritablement le bras droit des rois, qui les aide dans leur campagne militaire, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, du jour au lendemain, il est persona non grata. Donc ces gens-là, du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, quand je vous ai parlé de les conséquences de cette expulsion. Alors d'abord, on va avoir le fait que, on aura l'interdiction, les Juifs ne vont pas avoir le droit de rentrer en Espagne pendant des centaines d'années. On se rappelle très bien en 1992, quand le roi Juan Carlos, le roi d'Espagne, a appelé les Juifs à revenir et à leur redonner la nationalité. Ça, c'est la première chose. Ces populations juives, où est-ce qu'elles vont partir? Alors, on va avoir une grande partie qui va partir d'abord en Afrique du Nord, mais surtout la partie la plus importante, elle va se tourner vers l'Empire ottoman. Et pourquoi l'Empire ottoman? Puisque l'Empire ottoman, lui, est intéressé à accueillir ces populations juives. Donc, c'est ainsi qu'on va avoir la création
pas la création, mais la ville de Salonique va devenir une ville importante. Les communautés juives qui vont s'installer en Turquie, la Turquie d'aujourd'hui, dans toute la région. On va avoir Donc aussi... on va connaître là la création de toutes ces communautés juives. Et pas seulement, on va avoir toute une population. Voilà. On va avoir toute une population juive expulsée qui va venir en Eretz Israël, qui va venir à l'époque, qui va aller s'installer à Tzfat. Rabbi Yosef Karo, ses parents étaient, donc celui qui a écrit le Shulchan Aruch, ses parents étaient des anciens expulsés. On va avoir quand même un judaïsme. C'est un tournant vraiment, en fait. Un tournant très important. Et alors, le dernier point qui est aussi très important, c'est juifs. Il y a beaucoup de juifs qui vont devenir des maranes, c'est-à-dire qu'ils vont être au Novos Christos, des nouveaux chrétiens. Soi-disant, ils sont chrétiens, mais en fait, ils sont juifs et ils se cachent. On en avait parlé à plusieurs reprises. Les juifs du Portugal, le Portugal va suivre l'exemple des Espagnols et vont être encore pire, puisque eux, ils vont donner la possibilité ou de se convertir ou de mourir. Donc il y a énormément de juifs qui vont mourir, ou il y a énormément de juifs qui vont devenir de nouveaux chrétiens. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs au Portugal aujourd'hui, on pense qu'un tiers de la population est descendante des juifs, des nouveaux chrétiens. C'est-à-dire qu'un tiers de la population est marane. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pu sortir. Et d'ailleurs, ce sont ces juifs, donc ces Novos Christos, ces juifs qui vont être... Il y a beaucoup de juifs en fait du Portugal qui étaient des anciens juifs espagnols, puisque les juifs espagnols, quand ils ont cherché à partir, le Portugal a dit venez, on vous accueille. À partir du moment où ils sont partis, et ces juifs, donc ces juifs maranes qui sont répartis un peu partout dans le monde, ce sont les premiers juifs qui vont atteindre les Amériques. Donc les premiers juifs arrivent au Brésil, dans la ville de Recife, et la ville de Recife, on y arrive toujours. Et non, mais ce qui est important, c'est que ce sont ces premiers juifs de Recife qui ensuite partiront un peu plus au nord, iront à New York, qui à l'époque s'appelle la Nouvelle Amsterdam, et qui est la première communauté juive, qui est une communauté juive qu'on appelle hollandaise ou portugaise, c'est la communauté de New York. Voilà. Une très belle synagogue. Très très belle synagogue. Qui est d'ailleurs le rabbin de cette synagogue aujourd'hui et le neveu du Rav Soloveitchik. Voilà. D'accord. On a tout fait, on est passé par tous les détails. Merci beaucoup. En et tout cas, un tournant de cette histoire. Ouais, tournant de l'histoire juive, donc le décret de l'Alhambra. Donc Gimel Benissan, c'est ça ? Exactement. Nissan. Voilà. Voilà. Bonne continuation pour vos préparations de Pessah, Eliana. Mais oui, à tout le Ham Israël aussi. Vous aussi, j'imagine que le couscous. Qu'est-ce que vous allez faire, tiens, parce que vous, c'est le couscous. On va en parler, on va faire une émission. Ah oui, d'accord. Alors, à plus tard, Olivier. Merci beaucoup. La revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.